Je vais remettre dans le chat, avant de faire ça, le lien pour la feuille de présence. Alors, merci tout le monde. On a 8 participants d'arrivée. On en attend 29. Bonjour. Donc, à toi la parole, Amanda. Merci, Simone. Bonjour tout le monde. Le 9 août, 11 heures, c'est le temps où on commence à repenser pour la rentrée en septembre. Je sais que finalement, moi, j'ai la tête un peu... c'était un peu distrait au mois de juillet, mais en août, on a toujours l'intention de apprendre à avoir des meilleures idées pour la rentrée en septembre. On est chanceuse parce que on a la chance à recommencer une fois par année avec un nouveau groupe, tandis qu'il y a d'autres carrières où ça juste continue toute l'année longue. Alors, j'ai hâte de recommencer en septembre. On a 8 participants. Je serais très, très reconnaissant si vous pouviez activer vos caméras, mais je comprends tout à fait si vous voulez tout simplement fermer une caméra, écouter, faire autre chose en même temps. Je trouve pendant les ateliers, quand il y a moins de personnes, c'est plus intéressant quand on peut se voir, mais c'est votre choix. On va demander que vous restez en sourdine pendant la présentation, mais sentez à l'aise d'activer les microphones n'importe quand. Coupe-moi la parole, juste arrête, parle. Ça, c'est informel. Alors, je vais m'introduire, mais avant, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, on va plus prendre quelques secondes. Vous pouvez voir mon écran. Je ne vais pas le lire à voix haute. Je vais juste vous donner une 30 secondes. Vous pouvez faire la lecture vous-même, juste pour prendre quelques secondes pour reconnaître notre territoire. OK. Alors, ça, c'est moi. Je m'appelle Amanda Dano et je suis une conseillère en éducation depuis longtemps. Je suis aussi enseignante des STEM de niveau 7e et 8e année. Toutefois, j'ai eu la chance d'être conseillère en éducation pour mon conseil pendant des années où j'étais maternelle à la 12e année. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en préscolaire avec des élèves ainsi que la 12e année. Et entre tout, je suis propriétaire de mon propre entreprise qui s'appelle We Steamed Innovations. C'est ça, j'ai commencé ça durant la pandémie en 2020 où j'ai commencé à faire beaucoup plus de contrats avec différentes compagnies où je travaille comme conseillère en éducation dans les STEM et innovation. Présentement, je fais beaucoup d'ateliers avec San Franco, FMO, ainsi de suite. Mais je fais partie, je suis la conseillère en éducation pour une compagnie qui s'appelle Inksmith. Je ne sais pas si vous les connaissez. On vient juste de changer le nom à une différente voie qui s'appelle Forward EDU. Puis le but, c'est qu'on intègre la technologie et brancher et débrancher et l'innovation dans les cycles en commençant très, très jeune. Donc, Simone avait partagé la feuille de présence. Alors, si vous n'avez pas encore rempli ceci, c'est juste un petit Google Form. Vous avez reçu une copie de la présentation. Alors, j'ai fait ça parce que comme ça, tu peux ajouter des notes. Si vous voudriez, vous pouvez ajouter des notes à la présentation, ça vous appartient. Et n'oublie pas, arrête-moi n'importe quand. Alors, l'ordre du jour, c'est quoi l'innovation? On va juste parler un peu informellement, qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi l'innovation? Donc, on utilise le mot tout partout, mais c'est quoi? On va explorer un peu le programme cadre de Au Jardin et quoi. Il y a beaucoup de différentes ressources qui peuvent aider à comprendre où on s'en va avec l'idée de l'innovation. Après ça, on va parler de la littératie des inventeurs. Alors, même qu'on parle, on est un atelier mathématique, tout ceci englobe les sciences, la littératie, mathématiques. C'est pas juste exactement un domaine qu'on suit, mais c'est une pensée. So, je vais vous guider un peu de comment est-ce qu'on peut penser à comment faire que les jeunes, dès la maternelle, soient des inventeurs. Ensuite, on va parler de design thinking et STEM. C'est un processus extrêmement important dans les deux nouveaux curriculums de mathématiques et de sciences.
On cherche à faire que les élèves aujourd'hui, les jeunes, vont avoir une carrière dans 40 ans. So, ça, c'est un peu épeurant. On ne sait même pas c'est quoi leur carrière. Donc, on a besoin d'aller chercher très, très jeunes, de créer des inventeurs et des entrepreneurs et ingénieurs. Après ça, on va parler un tout petit peu du codage. De comment est-ce qu'on peut aller chercher codage en préscolaire. Oui, en première année, c'est bien indiqué dans le curriculum, mais on va parler un peu de ça et donner différentes idées de comment est-ce que les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans sont capables d'aller chercher la pensée computationnelle. Et à la toute fin, Simon aura un sondage pour vous. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps à remplir. Et voilà. Alors, on va juste parler un tout petit peu informellement. On a 9 personnes ici. Ça fait une belle discussion. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez quand je dis innovation. Donc, c'est quoi l'innovation? Vous pouvez taper dans le chat, utiliser votre micro comme vous voulez. OK, beaucoup de mots. Créativité, imagination, penser plus loin. J'aime ça. Créativité et nouveauté. Martine? Oui, je pensais à... c'est parce qu'au fur et à mesure que vous parliez, là, j'avais des exemples en tête. Est-ce que innover, ce ne serait pas détourner d'une fonction première, peut-être, ou d'une... Ouais, peut-être. Oui, j'aime ça. Quand tu dis détourner, ça veut dire que vous commencez avec quelque chose qui existe déjà. Donc, de prendre une idée, quelque chose qui existe, ça, c'est un vraiment excellent point. On parlera beaucoup de ça parce qu'avec innovation, on ne commence pas du début d'habitude. Innovation, c'est prendre une idée et aller plus loin. Alors, comment on voit penser autrement, penser plus loin? C'est exactement ça. Quand on voit une situation, un scénario, comment est-ce que j'aurais pu améliorer? C'est pas juste être conforme à une idée, mais de prendre l'idée et ajouter. Donc, j'aime ça. Penser autrement, résoudre des problèmes. Questionnement. Ça, c'est bien, Danica. Résoudre des problèmes, je suis contente que ça a été écrit. Ça, c'est évident qu'on dit toujours on veut résoudre des problèmes. Pour être innovateur, on va aller même plus loin que ça. Pas juste de résoudre des problèmes, mais identifier des problèmes. Ça, c'est quelque chose pour moi est très important. C'est que on peut présenter des problèmes aux élèves et ils vont les résoudre. Mais est-ce qu'on présente un scénario où que les élèves vont se questionner puis aller chercher et identifier le problème? So, d'aller un peu plus loin. Questionnement, exact. J'aime tous ces mots. Ça, c'est une excellente piste. L'équipe pédagogique doit tenir compte de l'importance que révèle la résolution de problèmes dans tous les contextes et non pas uniquement dans le contexte des mathématiques, pour inciter l'enfant à développer et à utiliser sa pensée créative, analytique et critique dans tous les aspects de sa vie. Alors, j'ai aimé ceci, c'est dans le curriculum, puis je l'ai ressorti parce que j'ai aimé les mots-clés à la fin qui dit de la pensée créative, mais analytique, critique. Alors, de voir une situation et encourager que les tout petits, durant comme quand ils jouent dans des centres, n'importe quoi, ils se questionnent, puis ils se critiquent, ils disent pourquoi est-ce qu'on a ça et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça, pas juste en mathématiques, mais dans les aspects de sa vie en tout temps, au lieu de se conformer parce qu'on sait que beaucoup a changé depuis longtemps. Au lieu de oui, madame, mais écoutez, on veut, c'est sûr, on veut la politesse, mais on veut quand même qu'ils questionnent, ils regardent et ils essaient de ajouter. Alors, si on explore le programme cadre, on va revenir à ceci dans une seconde. J'aimerais juste surligner que dans les tables de matière dans le programme cadre, la section partie 2, réflexion sur l'enseignement et l'apprentissage en fonction des 4 domaines. Ici, 2.4, réflexion sur la résolution de problèmes et l'innovation. J'ai fait ici, tu vois, PDF, j'ai fait une copie de juste cette section. Alors, quand on clique le symbole de PDF, si vous voyez, j'ai fait une copie que seulement cette partie est ressortie. Ce serait bien que vous ajoutiez ça à votre Drive. C'est un point de référence pour aller chercher des idées. Et puis, on vient juste de dire résolution de problème ou identification du problème. Alors, est-ce qu'on peut identifier où est le problème au lieu de juste penser, on peut aller même un peu plus loin que ça. Je vais retourner
mon slide précédent, puis je vais juste cliquer, rentrer dans le curriculum une seconde. Et en regardant ici, c'est là, partie 2, si tu vois réflexion sur la résolution de problèmes dans la table de matière. La table de matière, si je clique ici, oui, on a une copie en ligne. Et quand on télécharge le PDF, ça donne le tout. Alors, j'ai copié seulement la partie 2.4 dans l'autre slide, c'est pour vous. Et quand je fais une petite recherche là-dessus, je ne vais pas lire tout ceci parce que vous êtes capable de lire, mais je vais ressortir des éléments que j'ai trouvés très intéressants. OK, alors quand on a juste différents citations, résolution de problèmes et innovation, que nous dit la recherche? Alors, le jeu est à la base de l'innovation et nous permet de composer un monde qui est en évolution constante. Différents points ici, participation de l'enfant à la résolution de problèmes, participer de l'enfant à l'innovation. Alors, juste des petites citations. Les listes données de l'enfant à la maternelle et au jardin, preuve d'innovation quand il ou elle. Alors, ce serait une bonne idée même de juste regarder à tous ces points et de faire une table de check quand on commence à parler. Je trouve, surtout avec les tout petits, que j'apprends, je peux pas évaluer, mais comme vraiment avoir un sens de leur compréhension quand je leur parle, par conversation. J'imagine vous savez déjà ça parce que vous faites ceci tout le temps, mais en parlant avec l'enfant, on va commencer à voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu fais ça. Quand l'enfant peut donner son opinion, concevoir, fabriquer un outil précis, transférer des habiletés, etc. Alors, tous ces points, c'est une excellente chance à faire comme un genre de tableau pour quand on évalue les élèves. L'enfant qui innove, j'ai mis ceci dans la présentation. J'ai trouvé le diagramme vraiment cool. Alors, enquête, ça c'est un mot qui me ressort beaucoup. Enquête, enquêter. Utilise la pensée critique et confiance en soi. Donc, selon vous, en regardant ceci, quelles sont les bulles qui vous ressortent? Pensez à votre journée en préscolaire. Quelles sont les bulles ici qui vous ressortent? Tiens, je vais le faire plus grand avec ma présentation. Voilà. Alors, Simone dit curiosité. Manifeste ça, la curiosité. Et la curiosité, des fois, on ne le voit pas dans les petits-enfants, mais on doit aller le chercher en posant des questions. Parce que c'est possible que l'enfant n'est pas confortable, ne veut pas parler, mais il pense toujours. Il est curieux, elle est curieuse. Il faut juste poser les bonnes questions. Martine dit les relations. Explore, prend des risques, communique, pose des questions et explore. C'est ça. J'aime beaucoup, dans mes expériences, persévère. Parce que c'est très, très facile à un enfant ou des adultes, c'est sûr. Des personnes, c'est très, très commun que si ça ne va pas, on arrête. On n'est pas confortable, on n'aime pas le sentiment d'être inconfortable et c'est ça, on lâche. Surtout dans les petits-enfants, il faut montrer qu'on cherche, on veut que vous fassiez des fautes. S'il vous plaît, fais des échecs et quand tu fais un échec, explique pourquoi tu as fait un échec, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné et de montrer très jeune la persévérance. J'ai mis des petits mots-clés en anglais qu'on entend dans notre société. Qu'est-ce qu'on dit en français? Donc, on voit tout ceci dans notre culture, mais la littératie des inventeurs, ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes salles de classe avec mes élèves de manière explicite en disant, on fait la littératie en langue, on a la littératie en mathématiques, différentes sortes de littératie. La littératie des inventeurs veut dire comment est-ce que je peux
utiliser différents prototypes et modèles de choses en vie pour réussir et être plus à l'aise avec la communication. Donc, quand vous entendez tinkering, j'imagine que vous entendez le mot tinkering, ça, c'est vraiment du bricolage. Ça, c'est le mot qu'on utilise en français. On cherche que même les adultes font du bricolage. C'est juste que, avez-vous des peut-être maris qui aiment être dans le garage? Je sais que peut-être c'est un peu un stéréotype, mais des maris, moi je suis femme et je suis une tinkerer, c'est sûr. J'aime beaucoup faire des projets d'art. Ça, c'est le bricolage. On pense à bricolage, puis on pense surtout aux enfants. Mais vraiment, dans tous les âges, on est en train de bricoler. On est en train de changer, jouer. Moi, je sais que j'aime peindre des meubles. Des anciens meubles, je le change, je vais l'enlever. Des fois, je trouve des choses dans la poubelle à côté des maisons et je vais prendre du matériel et commencer à reproduire autre chose. Makerspace, on entend ça tout le temps, c'est le carrefour d'innovation, on dit ça. Ça, c'est quand on donne un espace où les enfants sont capables de créer. Le mot maker, comme vous voyez, maker movement, c'est le mouvement maker. On est en train de dire qu'on veut que les tout petits, jusqu'à l'âge, les adultes sont en train de créer et non pas juste prendre des choses qui sont faites et de jouer avec. Maker culture, c'est la culture de fabrication, qu'on veut que les enfants ne sont pas juste en train d'acheter, ou jouer des jeux vidéo, mais c'est eux autres qui vont peut-être prendre leur temps à être la personne qui vont fabriquer les choses qu'ils aiment. Donc, j'ai juste ressorti une ressource, un article, c'est en anglais, mais j'ai changé en français une citation que j'ai beaucoup aimée. Qu'est-ce que le mouvement maker? Le mouvement maker est une révolution culturelle qui valorise davantage le fait que les individus deviennent des créateurs de produits ou de services plutôt que de simplement les consommer. Donc, on peut être toujours très coupable. Par exemple, je vous donne un exemple. Je viens juste de faire une commande à Amazon. Je fais ça chaque jour, plus ou moins. Je commande de Amazon parce que c'est ça ce qu'on fait. Ça va arriver aujourd'hui, mais je vais être contente parce que j'aurai mon objet là. Ce que j'avais besoin, c'est que j'ai cassé ma main et j'ai de misère maintenant en utiliser mon clavier. Ça fait mal. Donc, j'ai acheté comme un genre de machine, un petit truc où je peux placer mes poignets et ça va être plus confortable. C'est comme je l'ai pour la souris et c'est vraiment beaucoup plus confortable. Parce qu'on est habitué, je suis coupable ce matin, on est habitué à commander quelque chose qui existe déjà. Ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être aller autour de la maison et trouver des objets, des matériels que je pourrais créer ma propre machine. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre dans les têtes des autres. On est habitué d'être une culture d'achat au lieu de fabrication. Et moi, j'essaie aussi de faire ça, mais pour ma main, vu que c'est une situation assez sérieuse, peut-être je pourrais dépenser l'argent là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples, des questions jusqu'à date de comment est-ce que vous comprenez la culture? Est-ce que vous êtes coupable, vous êtes victime? Est-ce qu'il y a des scénarios de tinkering, makerspace, des choses? Est-ce que vous avez des intérêts? Avez-vous des situations où vous êtes les tinkerers, vous êtes les makers? Ou que vous pourriez être les makers? Moi, je pourrais partager quelque chose. Je suis éducatrice en enfance en difficulté au Conseil catholique à Ottawa. Puis, je suis allée au Value Village, puis j'ai acheté une espèce de jeu de crème glacée. C'est Melissa and Doug. Sur Amazon, c'est comme 80 $. C'est cher. C'est comme une trousse. Tu as les cornets en bois, les coupes de crème glacée et tout. Puis, je l'ai acheté à Value Village à 20 $ parce qu'il manquait un morceau. Il manquait une coupe de crème glacée. Alors, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'objet concret? Je suis allée dans mon bac. J'ai un gros bac avec de la nourriture en plastique. Puis, j'ai trouvé une coupe de crème glacée en plastique. Mais malheureusement, la coupe ne faisait pas dans le trou. Il y a comme un petit trou où tu peux enfoncer la crème glacée dans le cornet.
Alors, j'ai pu trouver un bouchon de crayon feutre avec ma colle chaude que j'ai collé en haut sous la coupe en plastique et ça faisait dans le cornet. Et j'ai donc mis cette coupe avec l'ensemble. Puis là, on ne pourrait jamais deviner qu'il manquait un morceau. Alors voilà un exemple, au lieu de payer 80 $, j'ai creusé dans ma petite tête puis dans mes ressources, puis j'ai pu trouver une solution qui fonctionne très bien. Les élèves ne savent même pas que ça ne va pas avec l'ensemble. Ouais. Et c'est tellement un bon exemple. Je suis coupable de dire, je vais acheter un nouveau morceau. Ça dépend. Moi, je pense que je suis un peu dans le milieu. Des fois, j'ai pas beaucoup de temps, puis c'est plus facile à juste acheter. Mais pour économiser, pas juste l'argent, mais on est dans une culture qu'on achète tellement de choses. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter toutes les choses qu'on achète? Ça dépend. Et je commence à poser la question, est-ce que je pourrais créer ceci, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça coûte cher? Et comme tu dis, les enfants ne sauront même pas. En fait, on pourrait même créer toutes nos ressources, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, moi, je demande aux élèves. Les élèves vont créer plusieurs choses. Hey, on a besoin d'un jeu qui fait une espèce de ça. Go! Et tu vas voir les choses qu'il peut créer. C'est pas mal cool. Merci du partage. C'est ça exactement une excellente exemple. Alors, littératie des inventaires, j'ai juste ressorti dans le programme cadre les citations que j'ai aimées. Surtout celui-ci quand on parle de conformiste. L'éducation dans la vision courante consiste à essayer de rendre l'enfant conforme au type d'adulte de la société à laquelle il appartient. Tandis que pour moi, l'éducation consiste à faire des créateurs. Il faut faire des inventeurs, des novateurs et pas des conformistes. On est coupable comme enseignant des fois de donner des concepts puis dire that's it, that's all, il faut que vous fassiez comme ceci, c'est ça ce que j'ai dit, vous allez répondre comme je vous demande de répondre. Ça, c'est quand j'étais jeune, c'était ça. Voici une situation en mathématiques, tu vas le résoudre, tu vas avoir la réponse comme je veux que tu aies la réponse et that's it, that's all. Donc, on essaie d'aller un peu dans l'autre direction, de laisser les élèves poser des questions et explorer. L'autre citation que j'ai beaucoup aimée, fabriquer quelque chose puis tenter de l'améliorer. Voilà un trait fondamental de l'humanité. Depuis que l'homme des cavernes a allumé son premier feu ou chassé son premier phoque, l'homme est un bricoleur. L'histoire a donné raison à cette logique implacable selon laquelle, en matière d'apprentissage, les meilleurs résultats sont dérivés de l'expérience. So, essaye de ne jamais commencer du début, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut pencher là-dessus et les enfants vont trouver ça. Donc, si vous avez des trucs, pas juste des objets, mais la pensée en général, qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer? Même quelque chose simple comme la poubelle dans la salle de classe, les déchets. Est-ce qu'il y a une manière qu'on pourrait même faire mieux ce système? Tous les systèmes, si on regarde autour, on a des systèmes, on conforme, on fait ce qui est demandé de nous, mais est-ce qu'il y a une façon qu'on peut même faire mieux? Tu vas voir, les élèves vont commencer probablement à créer des chutes pour la poubelle, que ça fait comme un genre de glissade ici, et juste c'est incroyable ce que les enfants peuvent créer quand on leur donne le temps et la chance. Comme, où est le système, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ouais, moi, j'aime, si je peux me permettre là d'interrompre comme ça, j'aime bien le mot expérience parce qu'effectivement, imaginer les choses, on part pas, on n'est pas des feuilles vierges là. Je pense pas qu'on puisse créer, innover, inventer sans avoir cette expérience d'un déjà vu. Et c'est ça, comment l'améliorer, comment le transformer. Et ça me fait penser, un jour, on avait fait des oiseaux en papier après une lecture, enfin bon. Et puis, c'est sûr qu'avec les petites, parfois, je pense qu'il faut allumer un petit peu, là, suggérer des choses. Et donc, certains avaient découpé, collé, donc c'était un oiseau. Mais là, il y a un petit, derrière son collage, son bricolage, il a ajouté une poignée, ok, derrière l'oiseau, parce que c'était quand même, c'était assez grand, là. Donc ça a permis,
là, je trouvais ça vraiment ingénieux parce que ça permettait une ouverture. Là, d'un seul coup, les oiseaux pouvaient être manipulés comme des marionnettes. Et en réfléchissant, je me dis, ben, cet enfant-là, c'est parce qu'il a vu, il a expérimenté, il a l'expérience de, je sais pas moi, des boucliers, des tortues ninja ou je sais pas quoi. Il y a une poignée. Donc, finalement, ils ont décidé de tous rajouter des poignées à ceux qui avaient fait les oiseaux, là. Puis c'est devenu une farandole, un ballet d'oiseaux qui volent. Donc, c'était vraiment chouette. Et en tout cas, moi, c'était ça que j'avais mis dans innovation, résolution de problèmes au niveau du rapport de progrès. Là, ça me semblait important de mentionner que wow, c'était une belle idée, une idée intéressante. Là. Enfin, voilà. Oui. L'expérience. L'expérience, exact. Et tu viens de dire, ils ont résolu un problème. Mais avant ça, personne n'aura dit qu'il y aurait un problème. L'enfant a vu qu'il y a une chance d'améliorer, il a identifié un problème. Ben, regarde mon oiseau, je l'aime, mais je ne peux pas manipuler mon oiseau. C'est lui qui a identifié qu'il y a une partie où il voulait faire quelque chose d'autre. Il a identifié le problème et il était capable d'ajouter là-dessus. C'est pas toi qui avais dit comment est-ce qu'on pourrait faire que c'est l'enfant lui-même qui a reconnu. C'est ça, il l'a fait, il a expérimenté si ça marchait. Puis après, je pense que si on veut, je pense ancrer cette expérience-là, il faut que nous, on le verbalise aussi. Parce que lui, il n'y a peut-être pas les mots. Il me semble que l'accompagnement, il se fait là aussi, avec les petits. Sûrement les grands aussi. Là. Et c'est vraiment, on est dans un monde d'enseignement où on pose des questions. 15 ans passés, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été enseignée qu'on parle, on explique, on crée des PowerPoints, on lit les points, les enfants les copient, puis c'est ça. Je passe plus de temps maintenant dans mon carrefour d'innovation en posant des questions. Moi, je peux présenter des scénarios puis donner du contexte et du matériel, mais mes questions, quand je pose les questions, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'abord? Moi, j'aime pas ça. Moi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et quand on ajoute et on ajoute et on ajoute. Prototype, on va arriver à ça dans le design thinking, mais comme modèle 1, modèle 2. Donc, ton enfant avec le oiseau avait différents prototypes. Et finalement, en testant, en évaluant, il a remarqué que je veux optimiser mon design. Puis on va venir à ça. Ça, c'est une grande partie de la présentation. Premièrement, quand tu entends STEM, le curriculum de mathématiques et de sciences, on parle de STEM, mais parce que le gouvernement il refusait de mettre le A en STEM parce qu'il ne voulait pas faire un focus sur les arts. Mais comme artiste, je suis une artiste et une musicienne, ça me fait du peine de ne pas avoir le A en STEM. Donc moi, j'ajoute informellement le A dans mon acronyme. Parce que comment est-ce qu'on peut être des ingénieurs sans être des artistes? Dans une sorte, peut-être pas comme avec la peinture et un pinceau à chaque fois, mais les architectes, les ingénieurs et les sciences, il y a de l'art associé. Donc, voici juste un petit schéma de, si vous ne savez pas c'est quoi STEM, voilà. On va vraiment pencher sur ce modèle de design thinking. D'abord, le curriculum de sciences en commençant en première année explicitement parle du design thinking, le processus d'ingénieur, il l'appelle. Moi, je garde toujours le design thinking parce que tu vas le voir dans les deux ressources français et en anglais, mais aussi on va voir peut-être processus ingénieur, processus de conception, ainsi de suite. Je trouve important que les innovateurs dès la maternelle a besoin de suivre ce modèle. Si les enseignants comprennent ce modèle, c'est possible d'aller plus loin avec les tout petits pour arriver à notre processus de conception. Donc, comme vous voyez, c'est un schéma en ordre et il y a une loupe, une boucle
une boucle dans le schéma où on peut être prise. Puis c'est une bonne chose. Puis je vais aller un peu plus loin, une étape à la fois. Donc, étape numéro 1, comprendre et identifier le problème. Alors, si j'étais pour utiliser l'exemple du oiseau, disons, merci Martine, j'aime ça. L'empathie, pourquoi est-ce qu'on dit le mot empathie? Dans cette section de design thinking, ça c'est où la personne a besoin de vraiment comprendre les émotions et les sentiments dans une situation. Alors, pour le oiseau, si ton bonhomme pense, ce oiseau a besoin de voler. Dans le monde, on voit que les oiseaux volent. Ce oiseau ne peut pas voler. C'est un papier. Je ne peux pas faire voler ce oiseau. Et j'imagine qu'il se sent peur, triste, ainsi de suite. Alors, après avoir de l'empathie dans cette situation, on pense à ça. On peut donner d'autres exemples dans une minute. Mais l'empathie, c'est le début, c'est quand on comprend le scénario. Okay? Quel est le problème qui nous entoure? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Moi, quand j'enseigne, j'ai beaucoup de rapproches avec le climat et les objectifs de développement global, parce que si tu veux trouver des problèmes, regarde à l'extérieur de la fenêtre. Du fenêtre. Il y a beaucoup de problèmes dans le climat et autre chose. Donc, d'avoir de l'empathie quand on coupe des arbres, quand ceci, quand ça, c'est de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, si on présente même un scénario d'un conte de fées, puis on va venir à ça dans une minute, si on était pour comprendre le scénario et avoir de l'empathie pour les personnes ou les choses qui sont dans le scénario, ça va aider avec le brainstorming et la prochaine étape. Étape 2, brainstorming et idéation imaginée. Ça, c'est quand les enfants vont montrer très, très rapidement des idées tout partout. On peut faire ceci comme groupe classe, on peut avoir des mots sur les murs, ainsi de suite. Donc, à ce point, Martin, ton enfant qui a fait « ce oiseau ne peut pas voler », je veux qu'il vole, j'ai besoin de créer un truc pour qu'il puisse voler. Peut-être qu'il avait plein d'idées dans sa tête et éventuellement, il a penché sur son prototype. Étape numéro 3, construire un modèle et un prototype. Ça, c'est quand on fait, OK, version 1, version 1.2, version 1.3, ainsi de suite. Donc, bonhomme qui a fait peut-être, je vais construire avec mon brainstorming, je vais prendre cette idée, puis je vais faire peut-être un morceau, un popsicle, un bâton de popsicle, puis je vais le mettre comme ceci, comme une forme de marionnette. Et durant son prototype, il remarque que, sais-tu quoi, je n'ai pas de bâton, je n'ai pas assez de colle, je n'ai pas de matériel. Ou il crée ça, puis il dit, ça va pas bien, je dois repenser, construire. OK? Et quand il fait son prototype numéro 1, prochaine étape, c'est sûr, c'est tester et évaluer. So, pour voir, est-ce que ça fonctionne comme j'aurais voulu? C'est très rare que la réponse est oui. En premier coup, peut-être quand ton bonhomme a fait son petit manette en arrière du oiseau, c'était trop grand et on pouvait le voir ou c'était trop petit. Ça, c'est quand on teste et on évalue. Ça, c'est quand les enfants essaient et il a ses échecs. Et quand on dit « Ah non, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? » Puis il peut verbaliser « Wow, je pense que j'avais mal découpé ceci, puis il est trop petit dans ce cas. » Puis ensuite, il va aller à la prochaine étape, optimiser sa conception. Quand on optimise, on est en train de faire les changements nécessaires. Et ça, c'est la pensée d'un inventeur. Ça, c'est la pensée d'innovation. Quand on teste et on évalue, puis on change. Alors, pour moi, si j'étais pour construire une truc qui va protéger mes poignets pour mon clavier, puis tout à coup, je prends des choses avec des chaussettes à l'intérieur. Là, c'est confortable, mais mes mains font comme ceci. Ils sont trop hauts. Ça, à ce point, je teste et évalue. Je dis, ah non, trop haut. Il faut que je change, optimise mon design, prototype encore, on construit, puis on teste encore. Vous allez voir que cette boucle, avec n'importe quel scénario, soit mathématiques, bricolage, sciences, littératie, n'importe quoi, quand on essaie de partager une présentation, une solution, on peut être dans la boucle il y a longtemps. J'ai des élèves en 7e qui construisent des prototypes et c'est version 2, version 3.
et 4 et 5. Ça peut prendre des semaines avant que finalement, dépendant de le scénario et la situation, ça peut prendre longtemps avant qu'il peut ressortir de la boucle. So, quand on teste et on évalue, puis ça va bang, j'aime exactement ce que j'ai créé pour mon clavier et je partage la solution avec la classe. Peut-être je crée un site web, peut-être je vais vendre quelque chose dans les corridors pour le prélèvement de fonds, n'importe quoi. Mais ça doit pas juste être un objet. Set design thinking peut être juste même des différentes pensées dans les scénarios à l'école. Ça doit pas être quelque chose de spectaculaire. Mais ça, c'est un schéma que j'essaie de vraiment penser là-dessus. Il ne faut pas montrer tout ceci explicitement aux enfants, ils sont jeunes. Okay? Mais si on utilise le vocabulaire et on commence à se familiariser avec ça, quand on lit même des lectures dans la classe, on peut utiliser le mot empathie. On peut utiliser comprendre et identifier un problème. Est-ce qu'il y a un problème ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ceci? Qu'est-ce que tu penses que le caractère, les personnages se sentent? Comment est-ce qu'ils se sentent? Je me souviens une fois, on avait un scénario où une madame avait mal aux mains. Elle ne pouvait plus bien brosser ses dents. Elle était un vieillard. C'était un scénario dans une littérature, une lecture, quelque chose. Et l'empathie était là où les enfants disent « Oh, man, elle n'est pas capable de lever sa brosse à dents. Elle n'est pas capable à cause qu'elle est blessée. » Tout de suite, des idées. Ouais, on pourrait leur construire une manette qui... Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Peut-être que non. Mais la pensée est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Et avoir l'empathie en premier, c'est exactement... On ne peut pas savoir quoi faire quand on ne comprend pas pourquoi on le fait. Donc, chaque petite slide j'ai inclus ici parle de chaque section. Donc, comprendre, identifier le problème. La réflexion sur la conception fondée sur l'empathie est une approche créative de la résolution du problème qui place les besoins et les émotions des êtres humains au centre du processus. Quand Steve Jobs a fait son design de toutes ces choses Apple, il n'a pas juste dit qu'est-ce que moi j'aimerais avoir. Il pense à l'empathie et il pense aux autres humains autour du processus. Par exemple, je viens juste d'acheter un nouveau Mac parce que le mien était très vieux, ça ne fonctionne plus avec Teams. Et voilà. Et puis, moi, je suis une fan de Mac. Puis, j'ai acheté le nouveau MacBook Air. Et la corde pour brancher le pouvoir est différente. C'est retourné à une autre version de 2000, je pense que c'était 2013. Et puis, j'ai dit, oh, on a retourné à ça. Et il a dit, ouais, oui, les personnes n'ont pas aimé l'autre façon. Ils ont dit que ça a pris un port de USB-C. Là, ils n'ont plus de port. Maintenant, on a retourné à la version originale parce que plein de personnes l'ont aimé. So, dans les processus de création avec le nouveau MacBook Air, ils ont eu l'empathie des personnes qui utilisent, qu'est-ce qu'ils veulent. So, ça, c'est très, très important. Le brainstorming est une méthode qui permet de générer un grand nombre et une grande variété d'idées en peu de temps. So, ça, c'est quand on juste dit n'importe quoi. Je peux te dire qu'on achète une nouvelle maison qui s'en vient ici, et puis on est en discussion ici dans la maison de quels sont les meubles qu'on aimerait avoir à l'extérieur. Je pense qu'on avait eu chaque idée au monde et on est retourné à l'idée originale, mais c'était juste bla, 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 mais ça, mais ça, mais ça, mais ça. Ça, c'est une session de brainstorming. Ça, c'est une des meilleures façons d'être créative et savoir ce qu'on veut. De tout dire, tout savoir, tout regarder de tous les angles. Finalement, à la fin, on peut se sentir quand on prend des décisions qui sont bien réfléchies parce qu'on a tout dit. On n'aura jamais des doutes plus tard en disant « Ah, on a vraiment aurait dû explorer ça. » Non, on a tout exploré dans brainstorming. La construire un modèle et un prototype, la réflexion sur la conception fondée sur l'empathie est une approche créative de la résolution de problèmes qui place les besoins et les émotions des êtres humains au centre. Ça, c'est la mauvaise définition. Ça, c'est ma faute. Il va falloir que je change ça. En tout cas, ça, c'était la définition de premier processus. Désolé. Mais on peut même faire une différente définition ici nous-mêmes. Construire un modèle et un prototype. Martine, est-ce que tu aimerais ajouter à ceci pour nous? Si tu penses au petit bonhomme avec ton exemple de oiseau, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme définition ici, construire un modèle et un prototype? Ok, oui, je suis là. Ok.
Construire un modèle. OK, qu'est-ce que tu veux que je... Je te mets sur le spot parce que j'ai la Oui, mauvaise... oui, c'est ça. En plus, on est enregistré. Une chance que je suis pas filmée, là. On pourrait collaborer avec cette définition. J'ai mal mis la définition, donc j'aimerais juste qu'on repasse à travers ceci pour dire qu'est-ce que ça veut dire quand on construit un modèle et un prototype. Ça, c'est vraiment bricoler, n'est-ce pas? Ça, c'est OK. quand... Ben, c'est ça, c'est le faire. Oui, c'est faire. OK. En essayant un petit peu quand même, là, construire un essai. Ouais, un essai. Mais non, exact. So, on fait. Là, on prend nos idées et on débute. On débute, on met en action. On met en action notre plan. Comment est-ce qu'on peut maintenant aller plus loin avec notre plan? Après avoir fait des schémas, des dessins, des conversations en groupe, c'est le temps et on a recueilli tous les matériels, c'est le temps de construire. Et prototype est important parce que ça ne veut pas dire que ça va être la version finale. On commence à construire. Et après ça, quand on parle de tester et évaluer, ceci, des fois, c'est difficile à même voir. Mais nous autres, quand on est en train de le faire, quand on construit ou on fait des résolutions de problèmes en mathématiques, des scénarios en maths, on n'est même pas en train de savoir qu'on teste et on évalue. Ça peut juste être dans le processus. On doit vraiment regarder pour ça. Ah oui, j'ai essayé de faire ça, mais ça n'a pas fonctionné, c'était pas assez grand. Même des jeux de mathématiques, quand ils construisent des tours ou quoi, oh, j'avais 3 bâtons, puis j'essaie de faire ceci, j'ai pas assez de bâtons. Ça, c'est testé et évalué parce que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui a bien fonctionné. Ah, si je mets mes bâtons de cette manière, ça fait en sorte que la structure de. So, il faut poser ces questions tout petit. Est-ce que ton oiseau, il fonctionne comme tu voudrais? Oh, mais pas encore parce que ce sont utiliser des mots-clés. Ben, teste pour voir. Tester, voir. Est-ce que ça fait ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois? Évalue ça. C'est quoi ta rétroaction? So, le test et l'évaluation sont des étapes essentielles qui vous aident à tester et à valider vos idées auprès d'utilisateurs et de parties pertinentes réelles. Ils peuvent être utilisés au cours de la phase de prototypage et de test de la réflexion sur la conception pour tirer les conclusions de vos échecs et de vos réussites et pour itérer et améliorer vos solutions. So, ça, c'est tout ça veut dire. Quand l'enfant est en train de faire quelque chose, puis on pose la question, est-ce que ça fonctionne comme tu voudras? Quelles sont les parties qui fonctionnent bien, tandis que les autres qui ne fonctionnent pas bien? Ça, c'est quand l'enfant va avoir une conversation. Et durant ces questionnages, ils vont eux-mêmes remarquer, OK, ça va, je vais laisser ça comme ça, mais je vais changer ça. Oui. Amanda et les autres collègues, je voudrais juste, en écoutant là ce que tu disais sur ce volet-là, on pourrait rajouter au moment du prototype, c'est le faire, mais je pense que des fois, avec les petits, si on suit trop à la lettre la prescription de bon, ok, ton plan, ton matériel et tout ça, je trouve qu'on gâche un peu, on passe un petit peu à côté de ce que l'accident dans le faire amène là. Enfin, je ne sais pas si on me suit. C'est parce que l'accident, puis aussi le défi. C'est parce que je me rends compte des fois que si on se fie uniquement à ce qu'ils nous disent, ok, ben ils vont peut-être se limiter. Ok, ben il y a du papier puis des crayons là, voilà. Alors que s'il y a du matériel autour ou si tu mets un petit défi, ok, ben on ne va pas utiliser de colle, par exemple. Okay? Je trouve que ça ouvre un petit peu, puis c'est vraiment dans le faire qu'ils vont essayer leur prototype, là, plutôt que tout réfléchir et tout mettre en liste, en plan, ou dis-moi ce que tu veux utiliser, ou voilà, je pense, sans sauter l'étape, là, mais je pense qu'on est plus à même de dire de quoi on a besoin quand on est en train de le faire. En tout cas, quand on est petit. Et on n'a pas besoin d'avoir peur que les enfants se lèvent et utilisent d'autres choses. Comme il peut regarder autour et dire, hey, sais-tu quoi, je vais utiliser ceci, ça va vraiment aider mon design et quoi.
ça me fait penser à un scénario que j'ai fait avec des petits une fois. J'ai dit, OK, vous allez construire un catapulte parce que j'ai besoin que cet objet va à cet objet rapidement sans que vous le lancez vous-même. Donc, les élèves avaient des matériels devant eux. J'avais acheté plein de choses comme, ben oui, je suis allée dans les boîtes de recyclage, puis on avait des élastiques, on avait des pailles, on avait des quoi. Il y avait des fusils à colle, mais ils pouvaient utiliser ce qu'ils ont vu. Mais j'avais un modèle, mais je n'ai pas montré le modèle. Si tu commences à montrer le modèle au début, les enfants vont juste copier ce que tu donnes. Mais en donnant des petites pistes, des petites pistes et des échelles, c'était une activité STEM. Et je le fais chaque lundi, on a des défis STEM où ils sont en groupe, ils ont un petit défi, puis le groupe qui réussit à la fin ont des points. Et puis les groupes, ils sont en compétition toute l'année. Chaque lundi, on a un défi. Ils aiment beaucoup ça. C'est vraiment, comme tu dis, de leur pas donner toutes les étapes et les pistes. Parce que oui, ils peuvent suivre des directives, c'est possible, mais juste de leur donner une idée et du temps. Jacqueline, donc avoir tout le matériel nécessaire, ils sont jeunes pour faire des plans et suivre les étapes. Oui, je propose, Jacqueline, d'avoir le matériel dont ils ont besoin, mais de ne pas limiter d'autres. Parce que je me souviens plusieurs fois que des enfants, ils se lèvent et disent, est-ce que je peux utiliser cette structure comme, je ne sais pas c'est quoi, comme on dirait, comme l'exemple de la poubelle? OK, yeah, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Juste de regarder autour et recycler, upcycle. Apporter des choses de chez eux, puis dire, hey, j'avais ceci, puis je vais maintenant créer ça avec. Alors, exact. Ça, c'est optimiser. Et finalement, ça, c'est la partie partager la solution la plus satisfaisante. Partager la solution est la partie la plus satisfaisante de ce cycle. Ça, c'est mon opinion. Comme illustré dans le diagramme, on peut être coincé dans une boucle de test, d'optimisation, de construction pour plusieurs prototypes. Une fois que l'on est sorti de la boucle avec son prototype final fonctionnel, il est temps de le partager avec le reste du monde. Ça, c'est quand les enfants font « Wouh! » Ils réussissent à la fin. S'ils réussissent la première fois, je les ai dit que c'est pas exactement le meilleur prototype. Ça arrive des fois, mais si l'enfant est capable de sortir de sa boucle sans optimiser, le défi n'était pas assez difficile. Il faut peut-être repasser. OK, on va faire un petit exercice. Je suis en arrière avec ma présentation, mais c'est correct. Je pense que ce sont des belles ateliers. Choisissez un compte. Ça ne doit pas être un de ces trois comptes. Je vous ai donné des exemples. Vous pouvez choisir n'importe quel compte. Mais disons que vous êtes en train de lire un livre à votre classe, puis comment est-ce que les élèves peuvent-ils appliquer le design thinking et les activités STEM à ces histoires? Je vais vous donner 5 minutes. Je vais vous donner 5 minutes parce que j'aimerais que vous ressortez avec le design thinking, le processus design thinking. Regardez dans les slides. Où est-ce qu'on aura l'empathie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme brainstorm? Qu'est-ce qu'on pourrait construire, tester, évaluer, faire un différent prototype? Ainsi de suite, finalement partager. Et vous pouvez choisir n'importe quel compte, n'importe quelle histoire. Ah ben moi, ça me plairait bien de choisir la chaussure, de fabriquer la chaussure. La chaussure de Cendrillon, pas celle des petits cochons. Les trois petits cochons. Bâtir des trois maisons avec du matériel tantôt solide, tantôt branlant et ajusté aux besoins. OK? Qu'est-ce que vous pensez pour empathie pour les trois petits cochons? C'est quoi? Comprendre le scénario et avoir de l'empathie. Comment est-ce que ça peut nous aider comme inventeurs et innovateurs à comprendre le scénario? Est-ce que vous m'entendez? Oui.
OK. L'empathie, ben, c'est parce qu'on ne veut pas que les petits cochons se fassent manger par le grand méchant loup. Alors, il faut leur trouver un habitat solide pour pas que le loup soit capable d'entrer à l'intérieur et de les manger. Oui, OK. Alors, qu'est-ce que tu penses, comment ils se sentent, ces cochons? Ben, ils doivent avoir peur. C'est pour ça qu'ils vont bâtir leur maison. Mais Exact. l'ignorance fait qu'il y en a un qui bâtit ça en paille, l'autre en bois. C'est parce qu'ils n'ont jamais vécu ça peut-être avant. Peut-être le petit cochon qui a fait une maison en briques, qui a déjà vécu plus de peur ou quoi que ce soit. C'est ça. Alors, même juste dans tous les scénarios, on peut appliquer le design thinking d'avoir un scénario et comment est-ce qu'on peut résoudre un problème, identifier le problème, et on a bien identifié, après avoir entendu l'histoire, que les 3 petits cochons ont besoin d'une maison pour que le loup ne leur mange pas. Ça. Est-ce qu'on peut essayer de le faire avec les autres histoires? Parce que les petits cochons, c'est assez connu, là. L'empathie dans Cendrillon, c'est quoi? J'ai perdu ma chaussure ou... Ben, l'empathie, ce serait que ces méchantes sœurs puis la méchante belle-mère lui font du mal, ils ne veulent pas qu'elle aille au bal, toujours prêt à travailler pour eux. Donc, on a de l'empathie pour elle. Puis finalement, la fée des étoiles, peut-être pas la fée des étoiles, mais la fée qui apparaît, bien, elle a de l'empathie, puis elle s'arrange pour qu'elle puisse aller quand même au bal, puis avoir quand même une belle soirée. Désolée, j'ai coupé un tout petit peu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. J'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit. OK, bien finalement, la fée des étoiles a eu beaucoup d'empathie parce qu'elle a apparu, puis elle lui a donné la possibilité d'avoir une belle robe pour aller à son bal. Puis, c'est ça. C'était l'empathie. Nous, les lecteurs, on a de l'empathie pour elle parce qu'elle fait pitié. C'est comme ça, je vois ça. Là, je fais un court résumé, c'est sûr. C'est pas trop long. Oui, je comprends l'empathie, mais si dans l'histoire des cochons, l'empathie, OK, ils ne veulent pas se faire manger par le loup, donc on va les aider, enfin, on va essayer de trouver une maison qui correspondrait mieux à leurs problèmes, là, finalement. Là, c'est parce que dans Cendrillon, c'est de la magie, la fée des étoiles, elle fait apparaître des robes, elle fait... Donc, est-ce que ce serait... Le problème, ce serait comment Cendrillon peut aller au bal, c'est ça? Il y a plusieurs, c'est vraiment pas C'est ça. comme Oui. que dit se rendre au bal, autre choix pour aller au bal que la citrouille. Plein de choses, oui. Ça, c'est parce que dans l'histoire, là, c'est vraiment la solution, c'est la fée, OK? Sauf qu'en résolution de problèmes de la vie quotidienne, ben, si je peux me permettre, ça n'existe pas, les fées. Enfin, moi, je ne dis pas ça en classe, mais il y a toujours un enfant qui va dire, ben oui, mais c'est pas possible parce que les fées, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai dit. Ben, peut-être dans la vraie vie, il faudrait dire à Cendrillon d'aller se trouver un autre travail. Ben là, je ne sais pas, avec les maternelles jardins, si c'est ça qu'il faut dire. Je n'ai jamais fait de maternelle jardin. Mais aller se trouver un travail ailleurs pour qu'elle puisse s'acheter une belle robe elle-même, puis aller à son bal. Il y a sûrement moyen de compter l'histoire. Toutes les discussions, on est en train d'aller chercher que les enfants pensent de manière critique et analytique. De comment, ben OK, mais comment est-ce qu'on aura pu se rendre au bal plus vite? Je vais juste aller avancer parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais pour aller plus en lien avec les mathématiques, le codage en préscolaire, oui, en première année, finalement, on voit spécifiquement en algèbre du codage. Mais vraiment, quand on parle du codage en préscolaire, on parle de la pensée computationnelle. C'est une manière de penser de manière analytique, en décomposant et prenant des pistes. Donc, même dans la situation de nos comptes, analyser la situation, décomposer, trouver des pistes, des solutions, la création est d'une manière séquentielle. Donc, premièrement, les 3 petits cochons, ils sont en danger. Deuxièmement, et puis de faire une liste de manière analytique, c'est quoi
de penser de manière computationnelle quand les ordinateurs, pas juste les ordi, mais comme la pensée en général, ça suit des étapes. Alors, ceci est le curriculum de mathématiques en première année, et on va voir ici. Ce que ça dit dans le curriculum, c'est que les élèves, on a besoin qu'ils lisent et modifient des codes qui existent déjà, et aussi écrire et exécuter des codes qu'ils créent eux-mêmes. On arrive vers des situations séquentielles, une étape à la fois. Moi, j'ai ajouté le mot prédire parce que si on regarde ici, j'ai mis des lunettes. Les lunettes représentent le C3.2 qui dit lire et modifier des codes qui existent déjà. Le gouvernement a mis C3.1 de résoudre et d'écrire des codes avant le C3.2 qui disent de lire et modifier. Vous savez, et moi je sais que les enfants lisent avant qu'ils écrivent. Flip it. Tu veux faire 3.2 en premier, ensuite 3.1. Pratique ceci avec les tout petits. Ils lisent des codes qui existent déjà, puis ils prédisent qu'est-ce qui va arriver quand on fait des changements. Ça peut être une pensée dans n'importe quoi, dans les lectures, dans les bricolages. Lire une situation, donner un contexte et faire une prédiction. Si on était pour changer l'ordre de ceci, si on était pour faire un petit changement, qu'est-ce que tu penses va arriver? So, on lit un scénario. Les enfants prédisent que si on fait un changement, et là, ils décrivent. Ici, j'ai mis un petit symbole qui dit de décrire l'incidence des changements des résultats. Qu'est-ce qu'il y aura ce résultat? Donc, la pensée computationnelle, malgré le fait que c'est vu dans le curriculum en première année, on peut l'appliquer tout jeune, lire une situation, prédire ce qui va arriver si on change la situation, décrire les changements du outcome. Au tout début de l'année, on peut faire du pseudocode. Le pseudocode, c'est vraiment de parler avec les jeunes de différentes étapes. Si vous voulez arriver à la porte, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, premièrement, je me mets debout. Deuxièmement, je tourne à la gauche. Troisièmement, je prends 4 pas et je répète ça 4 fois. Donc, à l'oral, on peut faire que les enfants soient des codeurs. On n'a pas besoin d'aller à la programmation textuelle qu'on voit en secondaire. C'est tout au début. Différentes activités du pseudocode, c'est comme j'ai dit, parler aux enfants, débrancher, demande qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Je me suis levée, ensuite j'ai brossé les dents, ensuite j'ai des ordres, des étapes, séquentiellement. De faire avancer les directions, tourner à droite un quart de tour. On peut utiliser ce vocabulaire très jeune. On peut dire tourner à gauche un quart de tour. On peut dire avancer par 4 pas. On peut décrire les mouvements. Et même d'aller plus loin, en 5e année, on apprend au sujet des conditions en codage. En anglais, if then, en français, si alors. On peut commencer juste en vocabulaire très jeune à 5 ans. Si tu aimes la pizza, tape tes mains. Alors, tape tes mains 4 fois. Alors, je sais que je vais vite, Simone, c'est le temps d'arrêter. J'ai inclus aussi des exemples de codage branché. Alors, si tu vois ici, j'ai inclus 3 plateformes appropriées pour l'âge de préscolaire. Il y a plein de jeux pour maternelle jardin où ils peuvent commencer à séquentiellement mettre des codes, des briques, des images en ordre. Si votre école a un budget, il y a différentes ressources. Ceci, Lego Codable Train, comme Coding Express, on en a dans notre conseil, où les enfants peuvent changer les phares pour que si, on entend le vocabulaire, si le train arrive à une certaine couleur, alors faire ça. Et ici, Codapillar, il y a plein de choses où si on enlève différentes parties puis on les change de direction, ça peut aller dans les différentes directions. Ça, c'est tout codage très jeune. Et finalement, voici le slide pour nos ressources si vous voulez explorer davantage. Moi, j'étais partie de cette équipe quand on a fait le projet de ressources curriculaires mathématiques. J'étais le chef de codage, alors je suis très fière de toutes ces ressources. Allez voir dès la première année, mais même que vous n'enseignez pas en primaire, ça vaut la peine d'aller chercher des ressources et de commencer très jeune avec le vocabulaire et la conversation chez les jeunes. Merci beaucoup, Amanda.
Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vous